Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Auditeurs, auditrices de la 96.3 Victoire FM, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire Rétro 7 consacré à l'actualité de la semaine écoulée. Puis un invité du débat samedi 18 février 2023. Notre invité de ce jour, c'est une avocate de formation, femme engagée en politique et conseillère municipale, maître Isabelle Manavi Digbori Amegavi. Elle est la numéro 2 de l'Alliance nationale pour le changement. Au menu du débat, les partis politiques renouent avec les manifestations publiques après plus de 2 ans de pause forcée liée à la crise sanitaire liée au coronavirus. L'ANC était à Agoignivé le week-end dernier avec quel message aux militants? Chose promise, chose due, le gouvernement, au lendemain du 15 février, a activé les bulldozers pour l'opération de désencombrement des emprises publiques. Grincement de dents, tristesse, désespoir, colère sont entre autres sentiments chez la population. Une opération pilotée par les mairies. La situation dans la commune du Golfe 4 avec notre invité dans ce débat. Autre sujet qui a fait le show gras des parutions, l'affaire Covid-Gate, un détournement de fonds dans la gestion de 2020 de coronavirus, un autre scandale financier au sommet de l'État. Les OSC demandent la démission du gouvernement et comptent porter plainte contre IS. Le gouvernement de son côté calme le jeu et parle de gestion transparente, dit qu'on ne peut pas parler de détournement. Madame, monsieur, pour évoquer également ces sujets, on abordera la corruption qui est le second sport le plus pratiqué au Togo. C'est la déclaration de M. Abdoulaye Yaya, le président de la Cour suprême. Comment comprendre de telles déclarations? On évoquera également la déclaration des biens et des avoirs des hautes personnalités et puis des hauts responsables publics. Madame, monsieur, comme annoncé, notre invité déjà avec nous, maître Isabelle Manavi Digbori Amegavi, deuxième vice-présidente de l'ANC, également premier adjoint au maire de la commune Golfe 4. Madame Amegavi, bonjour. Bonjour, monsieur Gidal Takutu. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ça va. Très longtemps. Très longtemps, c'est vrai. Très longtemps. Je viens souvent à Radio Victoire, mais ça fait quand même un moment que je ne me suis pas retrouvé en face de vous. Avec vos autres collègues, on y est souvent. Ça va. Okay. Nous sommes très heureux aussi de vous avoir ce matin dans Rétro 7 de ce samedi 18 février 2023. Mais comment va l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement? L'ANC va très bien. L'ANC va très bien comme un parti politique d'opposition au Togo. Ça veut tout dire. On peut développer ce thème-là pendant des années. Oui. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas au bout, mais dans le Landoro togolais, l'ANC, parti politique de l'opposition, va très bien. Okay. Compte tenu de l'atmosphère de la situation politique dans notre pays. On va évoquer votre meeting après plus de 2 ans d'interruption, on vient de le dire, une pause due à la crise sanitaire. Vous avez retrouvé vos militants récemment. On a appris que vous étiez à l'intérieur du pays, mais ce qui est d'actualité, c'est le meeting organisé dimanche dernier dans la commune d'Agoignivé avec vos militants. Comment se portent vos militants aujourd'hui après ces pauses? Les militants se portent très bien. On l'a remarqué au meeting d'Agoignivé la dernière fois. Moi qui pensais que par l'inactivité, l'inaction, je parlais de l'inaction en ce qui concerne les manifestations publiques dont nous sommes les chantres au niveau de la ANC. Vous savez, en matière de manifestations publiques, marches, meetings, qui sont les moyens pour chaque parti politique d'accomplir ses activités
L'ANC est le chantre en matière de manifestation publique, mais c'est vrai que la pandémie de la Covid-19 également, et puis l'extrémisme violent aussi, parce que ça aussi a été les raisons pour lesquelles les meetings, les manifestations publiques avaient été interdites. La manifestation le meeting de Agouenive, en réalité, est un meeting qui avait été décidé, si vous vous le rappelez, depuis l'année dernière, à la suite des meetings de Baie, Baguida, à Kassimea, à Nukope. Rendez-vous avait été pris pour l'organisation de ce meeting-là un mois après à Kassimé. Donc ça fait, je crois à Kassimé, ça devait être en avril 2022, si je ne m'abuse. Et donc ce meeting aurait dû être organisé depuis un mois après à Kassimé, mais ce meeting a subi beaucoup de travers, bon, les interdictions, etc., les reports et autres. Je crois qu'il y en a, ce meeting, il a connu à peu près 3-4 reports avant que il ne finisse par se tenir la dernière fois, pas aussi facilement que on le suggère. Parce que nous avons préféré ne pas faire de polémique autour de ce qui s'est passé. C'était prévu devant Leader Press. Voilà, c'était prévu devant Leader Press et nous avons reçu donc un courrier du ministre de l'administration territoriale qui estimait que pour des raisons de sécurité liées à l'extrémisme violent et autres, ce meeting ne pouvait pas se tenir en face pratiquement de la nationale numéro 1. Et donc nous l'avons déplacé pour aller un peu dans les terres à Agouenive. Et là, le dimanche matin, nous avons aussi eu des problèmes. Nous avons eu des problèmes. Des problèmes d'ordre administratif Tout à fait, puisqu'il y avait un détachement des forces de l'ordre qui était sur le deuxième lieu et qui disait avoir reçu l'ordre de faire en sorte que le meeting ne se tienne pas parce qu'il avait été annulé. Donc, il a fallu passer des coups de fil, etc. et tout ça, parce que nous ne comprenions pas. C'était entendu que ce meeting, une fois déplacé là-bas, devait avoir lieu et autres. Bon, Dieu merci. Pourquoi nous n'avons plus polémiqué? Dieu merci, c'est que, bon, les choses sont rentrées finalement dans l'ordre et ce meeting a pu se tenir. Et donc, moi qui pensais que nous devions être rouillés par autant d'années, enfin, de mois d'inactivité, j'ai retrouvé les militaires avec beaucoup de bonheur, encore, j'allais dire frais, pas du tout rouillés, et en rang de bataille, n'attendant que les consignes et le mot d'ordre pour reprendre nos activités avec la fréquence, là où on l'avait laissé par les contingences qui nous ont obligés à sursoir un peu à ces activités. Le message, donc, le message était de ce meeting. Voilà, le message était très bien passé parce que en réalité, ce message-là était axé essentiellement sur le fait de démanteler, si je peux parler ainsi, la situation que nous rencontrons aujourd'hui dans l'atmosphère politique togolaise, qui est le mensonge, la diffamation et les analyses, j'allais dire biscornues, des situations qui se posent à nous. Et donc, pour cet exercice-là, le président national de l'ANC s'est mué en véritable pasteur qui avait pas de pédagogie. Pour évangéliser ses militants. Muni de la Bible et autres, à ramener les esprits à la réalité et à l'analyse objective de toutes les situations qui se posent à nous, parce que vous savez, nous avons une sale habitude au Togo, c'est d'être friands des ragots, des racontards et des rumeurs. C'est quelque chose qui nuit véritablement à la politique dans notre pays, de telle sorte que plus le mensonge est énorme, plus il est avalé. Et donc, il fallait faire le choc, il fallait choquer les gens et les faire redescendre sur terre
pour dire que lorsque on sort une histoire, lorsque on sort un ragot ou un raconta, il faut le récupérer, l'analyser soi-même et voir dans quelle mesure est-ce que ça aurait pu être possible ou ça ne peut pas ne pas être. Et la plupart du temps au Togo, ce qu'on dit ne peut pas être possible. Mais les gens s'en approprient et en font leur chou gras, ce qui empêche la lutte d'avancer. Au lieu de nous occuper des choses essentielles, nous sommes là à nous battre pour est-ce une situation générale ou bien particulière à l'ANIC? Non, c'est une situation qui peut-être existait un peu en sourdine avant, mais qui a été exacerbée en 2020. En 2020, où le Saint-Esprit avait décidé, bon gré mal gré, de choisir un candidat, lequel candidat avait estimé que pour pouvoir percer, il fallait détruire les autres et tout ça, et ça a commencé par là. Et, chose grave, dans une église. Je crois que c'est le vecteur principal qui a fait que ce système a été exacerbé et depuis, on n'arrive pas à dire, oh là, ça suffit, et arrêtons. Et revenons. Depuis 2 ans, vous regardez trop dans le rétroviseur par rapport à cette situation. Ah non, pas du tout. Moi je ne regarde pas dans le rétroviseur. Hein. J'analyse le passé pour asseoir le présent et l'avenir. Je n'ai pas pour habitude de regretter. Enfin, le passé est passé. Il faut aller sur le présent et même prévoir. Organiser l'avenir et tout ça, c'est comme ça que moi je veux. Mais ce qui est certain, c'est que on ne peut pas non plus prévoir l'avenir sans regarder dans le passé et sans faire l'analyse, l'auto-analyse des situations qui se sont passées pour soit éviter que les situations malencontreuses se reproduisent dans le présent et dans l'avenir. Voilà pourquoi sans état d'âme, de temps à autre, il faut regarder dans le rétroviseur. Ce n'est pas mal, ce n'est pas une mauvaise chose de temps à autre de regarder dans le rétroviseur pour corriger ce qui peut être devant et éviter à tout le moins un accident. Madame, en vous écoutant bien, vos militants sont toujours là, en rang de bataille, en attendant le signal fort, le mot d'ordre de grève de la part de vous, les leaders, pour commencer encore la lutte. Mais pour certains de l'opposition, au lendemain de cette présidentielle de 2020, l'opposition est dans un coma profond, pas d'activité, pas de réaction. On se pose la question au Togo, est-ce qu'il y a une opposition? Je crois que beaucoup de gens, et souvent je l'entends, hein, je crois que c'est une expression qui est chère à Radio Victoire. J'entends souvent Monsieur Jacob Bahama et vos autres collègues, souvent quand ils font des émissions et que je suis, disent est-ce que se pose la question toujours, est-ce que l'opposition existe encore au Togo, est-ce que l'opposition existe encore au Togo? Bon, moi je crois que c'est une question qu'on se pose et qui ne vaut pas la peine d'être posée. La remarque aussi au Togo, nous sommes là pour la voix des sans-voix. Oui, la remarque aussi au Togo, c'est qu'on ne se pose jamais les bonnes questions. C'est ça aussi le problème. On ne se pose jamais les bonnes questions. Quelle opposition voudrez-vous qui puisse exister au Togo face à un régime, qui remet en cause toutes les marges de liberté. Vous savez, l'opposition togolaise peut-être est à l'image du pouvoir, parce que c'est une opposition qui se bat dans une atmosphère où les libertés sont de jour en jour restreintes tous les jours. Et donc, c'est une opposition qui se bat face à un régime hyper militarisé et à un régime qui fait de la répression et de la brutalité son moyen de gouverner. Et donc, lorsque vous avez une opposition
un régime comme cela, une opposition qui se bat à son corps défendant, c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut reconnaître, parce que l'opposition togolaise n'est pas comme, bon, qu'est-ce que je vais dire, l'opposition ghanéenne par exemple. La sous-région, j'allais dire, ouest africaine, connaît, je ne sais pas si c'est parce que bon, nous avons été colonisés par les Français qui donnent ça. Mais toujours est-il que lorsque vous voyez dans la sous-région est-africaine, les pays anglophones, ces pays n'ont pas la même opposition que les pays francophones. Les pays francophones constituent ont une opposition qui est issue de régimes hyper dictatoriaux qui ont cédé peut-être sous la pression, parce qu'à un moment donné, bon, tout le monde s'est dit, bon, ça suffit, quoi, les partis uniques, partis État, etc., et tout ça, et donc c'est difficilement qu'on a arraché la démocratie, et les régimes n'ont jamais eu de cesse que dans cette démocratie, entre guillemets, de restreindre au jour le jour les libertés qu'ils ont difficilement données. Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons au Togo aujourd'hui, puisque vous savez que la bataille a fait que nous avons eu beaucoup d'avantages. Nous avons eu la loi sur la manifestation, puisque on parle de des manifestations aujourd'hui, qui était une loi, j'allais dire avant-gardiste, sur la liberté de manifester. Mais aujourd'hui, qu'est devenue cette loi-là? Les libertés qui ont été octroyées ont petit à petit, avec la complicité d'une assemblée qui, je dirais, est aux ordres, qui a retiré toutes les marges de liberté que conférait cette loi-là. C'est pour ça que vous parlez encore d'un recul démocratique par rapport à ces lois-là. Tout à fait. Et il y a beaucoup la loi sur sur votre loi, enfin, sur la communication et autres aussi, c'est pareil. Toutes les lois qui ont, dans la lutte, qui avaient été votées à l'époque pour ouvrir les voies pour la liberté, vous avez vu que petit à petit, le régime a tenté et a réussi à restreindre les libertés. C'est ce qui a donné, ce qui s'est passé la dernière fois, surtout que au même moment, j'allais dire pratiquement dans les mêmes conditions, bon, le chef de l'État qui fait sa tournée dans les régions, dans la région maritime, la région des plateaux, lui, bon, recevait les gens et occupait la nationale numéro 1, bon, la nationale numéro 2 et 3 et autres, bon, pendant des journées et des journées. Et donc, voilà la situation. Et donc, une opposition, une opposition dans un régime pareil, à la limite, ne peut être que ça. Mais, je dis que nous, au niveau de l'ANC, nous n'avons jamais été en léthargie, quand bien même il nous est interdit ou bien difficile d'organiser des manifestations publiques. Nous n'avons jamais été en deçà de nos structures à l'intérieur du pays. Voilà pourquoi vous devez l'avoir appris. Bon, c'est publié sur les réseaux sociaux. Lorsque nous allons dans les émissions, nous en parlons et tout ça. Nous sommes en perpétuel contact avec nos fédérations, la délégation, des délégations du Bureau national rendent visite tout le temps à nos fédérations à l'intérieur du pays, même dans la capitale, dans les banlieues de la capitale et autres. Les fédérations travaillent, les fédérations tiennent. Elles sont toujours sur pied, ces fédérations-là? Parce que vous avez plus d'une centaine. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que la dernière tournée qui inaugure encore la remobilisation avec la délégation du Bureau national conduite par le président national a rencontré. Il y a près de 3 à 4 délégations qui se sont déplacées à l'intérieur du pays jusque dans le nord pour rencontrer les structures et remobiliser. C'est vrai que la léthargie dont on a parlé, due aux interdictions, au coronavirus, à l'extrémisme violent et autres,
qui sont, bon, je ne sais pas si c'est des excuses ou c'est des mentions avérées, bon, qui ont fait que, c'est vrai, les activités sont un peu rentrées en sourdine et autres. Aujourd'hui, il faut réveiller ces fédérations-là qui sont restées un peu en léthargie de ce fait-là et remettre tout le monde en ordre de bataille. Et c'est ce que nous faisons depuis les 2 ans dont vous parlez là, n'ont pas été de tout repos pour l'ANC, bien au contraire. Ok. Revenons sur les messages phares du président national dimanche dernier à Goué. Le premier message, c'est ne plus baisser les bras. Les militants restent toujours debout pour la suite du combat. Surtout, vous avez aussi appelé à aller massivement s'inscrire sur la liste électorale au moment opportun. Pour certains, entre-temps, vous avez dit de ne plus s'inscrire. Oui, bon, nous, vous savez, à chaque situation, son mot d'ordre. Vous vous rappelez dans quel contexte nous avons dit à l'époque de ne pas aller s'inscrire? Nous étions au sein de la C14, nous étions 14 politiques réunis donc au sein de ce regroupement-là. Et c'est vrai que les mots d'ordre se prenaient, j'allais dire, en concertation avec tous les partis. Et donc, lorsque vous êtes dans un regroupement de ce genre, vous êtes obligé de vous soumettre à la décision du groupe, à la décision de la majorité, à défaut d'avoir l'unanimité. Et souvent, au sein de la C14, c'était le consensus. Bon, on discutait sur les sujets et on décidait ensemble de ce qu'il fallait faire. Bon, ceux qui n'étaient pas d'accord avec la décision prise développaient leur argument. Ceux qui étaient d'accord développaient le leur. Et on arrivait bon, à s'entendre sur l'argument qui était le plus partagé et qui devait faire les... Donc, c'est sur cette base-là que nous avons tous décidé à l'époque, compte tenu d'un certain nombre de choses, des réformes qui n'avaient pas été faites, qui avaient été promises après par les médiateurs là, vous savez, le Ghana, la Guinée, le chef de l'État guinéen qui servait de médiateur à l'époque à la crise. Bon, ces réformes avaient été promises, qui n'avaient pas été accomplies et tout le reste. Et l'atmosphère même générale aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que bon, nous tenons ce que nous faisons de nos militants, qui constituent l'essentiel du peuple togolais aussi. Et quand les militants vous disent, ah non, mais si c'est comme ça, on n'y va pas, il faut boycotter, etc. Et tout ça, il faut les écouter aussi. Bon, c'est vrai que lorsque vous avez pris la décision et que après on se rend compte que c'était une erreur de ne l'avoir pas fait, bon, c'est vrai que le peuple, il a bon dos de mettre la responsabilité sur le dos des responsables. C'est plus facile de mettre sur les responsables. Ah, ben vous aurez dû... Les mêmes qui disent, qui nous avaient dit à l'époque, ah, n'y allez pas, ce n'est pas possible, il faut que les réformes se fassent après. Bon, c'est pratiquement les mêmes qui regrettent aujourd'hui. Est-ce que c'est dans tous les cas qu'il faut écouter la base, Maître Isabelle? Non, c'est pas dans tous les cas, mais lorsque la voix de la base tonne, je crois que vous n'avez pas le choix que de l'écouter au risque d'être en déphasage avec ce qu'il dit. C'est vrai que c'est pas la base qui doit décider tout le temps, mais c'est la base qui donne le là, pour que vous puissiez donner une harmonie à la chanson, à la chanson, disons, c'est la base qui donne le là. Et quand la base n'est pas dans ça, voyez-vous, si vous décidez par exemple d'aller à des élections contre le gré du plus grand nombre, qui irait voter pour vous? Donc voilà les conditions dans lesquelles... Mais aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes qui disent aujourd'hui on ne boycottera plus. Parce que c'était une erreur d'avoir boycotté. L'erreur est humaine et c'est persister dans l'erreur qui est fatale. Et donc si aujourd'hui les gens considèrent que c'était une erreur qui avait été commise et qu'il ne faut plus en 2018 il faut plus la commettre, bon, il faut y réfléchir. Ça ne veut pas dire que c'est la base dit et donc les partis politiques ou bien les responsables disent amen. Les responsables aussi analysent la situation et quand après analyse de la situation, la base est en phase avec les responsables,
ben, ça donne. Mais dans tous les cas, tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que le boycott ne rend aucun service, surtout à l'opposition. Et le boycott rend tous les services au parti au pouvoir, qui se maintient, qui trouve un boulevard pour faire ce qu'il veut, comment il veut et quand il veut. Et ça n'a aucun intérêt pour le peuple. Au-delà de ce que la base vous a dit, est-ce que aujourd'hui, en réfléchissant, vous n'éprouvez pas d'énormes regrets en boycottant ces législatives de 2018? On voit l'actualité aujourd'hui, ce qui se passe dans le pays. Vous savez, en politique, je n'aime pas quand on parle de regrets. Vous savez, c'est un monde assez fonctionnel, la politique, l'atmosphère qui tourne tout le temps. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut juste assumer tant les erreurs que qu'est-ce que j'allais dire, que les victoires. Pardon, disons ici, il faut assumer les erreurs, les fautes que les victoires. Parce que nous avons fait des choses qui ont apporté des résultats positifs depuis que nous avons commencé, disons, en 1990, ce combat. Et certes, nous avons commis beaucoup de fautes également. Il faut les assumer. Et donc, c'est à l'analyse de ces victoires que nous avons eues et à l'aune des fautes qui ont été commises que nous pourrons déterminer ce qui peut se faire dans l'avenir pour que nous ne retombons pas dans les travers passés. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est pour ça que, on a boycotté en 2018. Aujourd'hui, certains regrettent, d'autres disent non, on a bien fait de boycotter. D'autres continuent d'ailleurs à dire qu'il faut continuer à boycotter. Parce que, tel que le régime est régi aujourd'hui, aller aux élections, c'est l'accompagner. C'est le cautionner. Voilà, c'est le cautionner, puisque de toute façon, les vrais résultats ne sortiront jamais des urnes. Est-ce que les réformes que vous réclamez tant n'ont pas été accomplies et tout ça. Ça, il y a des teneurs de cette thèse qui développent une thèse. Mais il y a des tenants de cette thèse, de l'autre thèse aussi, qui dit, c'est vrai, même si vous avez raison de dire ce que vous êtes en train de dire, qu'est-ce que vous proposez concrètement? D'aucuns proposent la révolution populaire et autres, mais le problème de ceux qui prônent cela, c'est que la révolution populaire, elle ne se décrète pas. Elle ne se décrète pas du tout, la révolution. 2023, Maître Isabelle, c'est encore une année électorale, double scrutin, les législatives qui sont prévues, les régionales. Pour la première fois, le Togo va faire l'expérience de ces régionales. Comment ça se prépare au niveau de l'ANSI? Oui, mais ça se prépare comme nous faisons habituellement, à chaque étape du processus. Par la mise en place de la CENI, on aurait aimé qu'elle soit autre que ce qu'elle est, ce qu'on prévoit qu'elle soit aujourd'hui. Ensuite, il y a eu la mise en place des membres des CELI, etc. et autres. Et nous sommes déjà en champ de bataille, pour la détermination de la liste des candidats, etc. et autres. Nous sommes dans le processus tel qu'il se passe avec le chronogramme établi à cet effet. Apparemment, vous êtes prêts. Vous écoutant, c'est comme si il y a l'élection demain. Je vous avais dit, je vous avais dit que les 2 et 3 années là qui se sont passées là, que les gens estiment être de la léthargie pour les partis politiques dans une atmosphère assez difficile, sous un régime qui ne veut pas lâcher. Ok. Voilà. Pour certains Togolais, ces scrutins-là, il faut les coupler, d'autres disent non. Quel est l'avis de l'ANSI? Est-ce qu'il faut organiser séparément ces 2 élections législatives après les régionales, après il faut les coupler? Non, moi je crois que déjà il est difficile. C'est pas l'avis de l'ANC que je donne. Ça, c'est mon avis personnel. C'est l'avis de vous personnellement. Voilà, oui. C'est mon avis personnel. Moi, je crois qu'on éprouve déjà beaucoup de difficultés à organiser des élections, j'allais dire, uniques.
coupler les élections au Togo, ça va être un challenge qui n'augure rien, en ce qui me concerne, qui n'augure rien de bon pour ce qui me concerne. Parce que déjà, pour organiser une élection, qu'elle soit locale, législative ou présidentielle, voyez tous les problèmes, toutes les difficultés auxquelles nous faisons face, surtout nous, les partis politiques de l'opposition. Coupler les élections au Togo, moi, ça me paraît un exercice assez risqué. Avant de suivre la synthèse de l'actualité de la semaine, Maître Isabelle, l'étape d'Agoué, est-ce que c'est un déclic? Quelle est la prochaine étape pour les meetings de l'ANC cette fois-ci? Est-ce que le territoire sera investi? Oui, en réalité, ce que nous avons commencé avec Baie, c'était les meetings dans les communes du Grand Lomé. Et donc, nous avons, je l'avais dit, nous avons commencé par Baie, qui est la commune du Golfe 1. Nous avons poursuivi après par Baguida, la commune du Golfe 6. Ensuite, nous sommes venus à Kassimé-Hankope, la commune du Golfe 4. Et donc, il reste le Golfe, pour ce qui concerne la préfecture du Golfe, il reste le Golfe 2, le Golfe 3, le Golfe 5 et le Golfe 7. Voilà, pour ce qui concerne les préfectures. Ensuite, il y a, bon, là, on a fait Agoué-Nivé 1. Bon, maintenant, il reste Agoué-Nivé 2, Agoué-Nivé 3, 4, 5 et 6. Pour boucler vraiment, pour boucler la boucle du Grand Lomé. Et donc, l'exercice, c'est vrai que quand nous faisons ces meetings-là, jusqu'à Kassimé, nous donnons rendez-vous pour le prochain. Mais la situation n'est plus la même. Et de sorte que la dernière fois à Agoué-Nivé, nous n'avons pas donné rendez-vous encore, parce qu'il s'agit de retourner pour voir quelle est la commune qui sera apte à nous recevoir très prochainement. Et donc, nous avons laissé la latitude aux fédérations des communes qui restent pour recevoir, de s'organiser et de nous faire savoir. Et donc, la population sera informée le plus rapidement possible. On va suivre la synthèse de la sûreté de la semaine. C'est avec Hervé. Maître Isabelle Manavi Djibori Amegavi, deuxième vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement. Il est premier adjoint au maire de la commune Golfe 4. Le second sujet phare, c'est l'opération de désencombrement des emprises publiques que le gouvernement avait donné comme date butoir le 15 février dernier pour que les occupants illégaux libèrent ces emprises publiques. Au lendemain du 15 février, le gouvernement a mis en branle l'opération de désencombrement avec les grues, les bulldozers partout. Maître Isabelle, quelle est la situation dans la commune Golfe 4 par rapport à cette opération? Merci. Merci de poser la question. Une situation très délicate. Si vous vous rappelez, le 5 avril de l'année dernière, le 5 avril de l'année dernière, 2022, j'étais ici même, assise même à cette table, en face de votre collègue Jacob Ahama, où au cours d'une émission sur les réalisations et les perspectives des activités de la commune du Golfe 4, le problème du désencombrement des voies, de l'emprise des voies publiques, s'est invité dans le débat entre M. Ahama et moi. Et j'avais donné l'exemple, par exemple, l'exemple du boulevard des Armées, qui va du feu rouge du collège protestant à la petite porte ou la grande porte d'entrée du camp militaire, passant par le carrefour de Ramco et autres. Et je l'avais invité ce jour-là, à la sortie de l'émission, qu'il puisse circuler, qu'il fasse le boulevard pour voir ce qui se passe là-bas. Il se passe que ce tronçon a, je crois qu'on a mis beaucoup de temps, je ne sais même pas pourquoi, 2 années, voire 3 années, pour pouvoir réhabiliter ce tronçon. Et c'est vrai qu'une fois réhabilité, c'est un tronçon qui est faciliter la circulation.
quelques mois après l'ouverture de ce tronçon, et premier constat du conseil municipal en 2019, nouvellement installé, nous avons remarqué que sur tous les trottoirs bordant ce tronçon, des conteneurs ont été déposés dans des conditions inacceptables tout le long de ce tronçon. Et donc, nous, au niveau du conseil municipal, nous nous sommes dit que bon, nous avons été élus. L'essentiel de la feuille de route des collectivités territoriales, c'est de rendre le développement des communes effectif. On va dire comme ça. Effectif. Et le vivre ensemble possible. Alors, ce problème de désencombrement, c'est comme, je ne sais pas comment le dire en français. C'est, permettez-moi de le dire en minant, parce qu'il y a un proverbe, un adage en mina qui résume très bien la situation. C'est Lomadon Kotoku, Makpla Nito, Makpla Chanito. Ça veut dire que désencombrer, c'est un problème. Ne pas désencombrer, c'est également un problème. Désencombrer, c'est un problème. Pourquoi? Parce que ceux qui occupent la voie publique, d'abord, je partirai d'un principe. Les gens sont persuadés que la devanture de leur maison fait partie de leur titre foncier. Et que donc, quand ils sortent de leur maison, ils vont sur le trottoir qui borde, que là-bas aussi leur appartient. Ils ne se posent pas souvent la question de savoir pourquoi leur mur, leur clôture s'arrête à un endroit. Pourquoi là, le dehors qu'ils considèrent être encore leur propriété, pourquoi ça n'a pas été clôturé et que c'est laissé comme cela. D'abord, la première sensibilisation que nous avons fait au GOV4, c'est leur faire entendre raison en leur disant, quand vous sortez de votre maison et que vous mettez un pied dehors de votre clôture, de votre portail, vous vous retrouvez sur la voie publique. C'est ce qu'on appelle la voie publique. Et cette voie publique-là n'est pas votre propriété. Et donc, vous ne pouvez pas en user comme vous voulez. Ça, c'est la première chose. Et donc, nous, on a fait cette pédagogie-là pour expliquer. Parce que vous savez, nous sommes la commune qui a le plus de problèmes en ce domaine, puisque nous sommes une commune, j'allais dire commerciale, où se trouvent les deux plus grands marchés. Le marché de Adaolato et le marché de Bossimé. Et quand vous parlez du marché de Adaolato, ça inclut pas moins de 8 quartiers sur les 27 que compte la commune du GOV4. Et donc ça, c'est une première leçon qu'il fallait inculquer aux populations de la commune du GOV4 pour qu'ils comprennent que la devanture, le dehors de leur concession n'est pas leur propriété, c'est la propriété de la commune, c'est la voie publique. Est-ce que je comprends bien, vous avez anticipé la décision du gouvernement? Ah oui, depuis. Vous avez pris la décision là avant même la sortie du ministre Loupessi. Mais tout à fait, depuis, puisque je vous ai dit que nous sommes confrontés à ces problèmes. Vous savez, des propriétaires de maisons vont jusqu'à louer la voie publique à 50 000 francs par mois à des gens. Dans le secteur de Adaolato, mais il y a des choses qui se passent là-bas, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire, les gens morcellent la devanture de leur maison qu'ils louent à plusieurs commerçants pour leur permettre de faire leurs étalages là-bas et qui perçoivent des loyers mensuels. Et donc, ça, il a fallu faire entendre raison aux gens que si vous payez des loyers à des gens sur des portions de voies publiques qui ne leur appartiennent pas, mais vous avez payé indûment, ou bien vous avez payé à des personnes indues. Dans tous les cas, la commune, elle percevra les taxes qui sont dues à l'occupation de la voie publique.
Et donc ça, nous l'avons fait sans tabou ni trompette. Oui. C'est pour ça que c'est ceux qui ont été objets de ça, qui savent que ça s'est passé. Bon, bien évidemment, tout le monde ne le savait pas. Et donc, je reviens sur l'avenue et tout ça. Et si vous allez voir ceux qui occupent ces avenues-là, il y a près de 2 ans, nous sommes aujourd'hui dans la décision du gouvernement à la mise en demeure. Nous avions délaissé pas moins de 3, 4, 5 pour certains mises en demeure, en leur disant qu'ils ne peuvent pas continuer à occuper ces voies-là. Surtout les voies principales, bitumées, pavées, qui sont notre propriété à tous et qui ne sont pas des marchés et qui ne peuvent pas être transformés en marché. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes vraiment à l'aise pour ce qui arrive aujourd'hui par rapport à certaines personnes, à certains occupants. Parce qu'ils savent, voilà, parce qu'ils savent que ce n'est pas faute de les avoir mis en garde contre ce qui, de toute façon, devait arriver. Et nous l'avons fait, je vous dis, il y a plus de 2 ans, à peu près. Les mises en demeure, les copies des mises en demeure, les preuves sont là, on peut démontrer. Et quand est-ce que nous avons eu à faire ça pour ce qui concerne certains tronçons principaux qui vraiment méritent qu'on puisse les dégager. Bon, ensuite, le 5 avril donc, de l'année dernière, j'étais ici et donc ce problème s'est invité dans le débat. Et j'avais alors dit que nous sommes même au niveau du conseil municipal du GOC 4 allés plus loin en disant que comme le problème se pose, parce que ceux qui sont installés sur ces voies-là indûment, comme vous le dites, parce que cela ne leur appartient pas, sont les populations de la commune du GOC 4. Et eux aussi, ils ont espéré à un conseil municipal qui peut les aider à régler leurs problèmes. Donc, ils sont nos populations. On ne peut pas les laisser en marge du développement de la commune. Et donc, nous nous sommes dit, si nous devons les dégager de là-bas, il faut que nous leur trouvons une solution. Voilà, une solution d'abord qui pourrait leur permettre de régler leurs problèmes existentiels, parce que c'est des activités qu'ils mènent là-bas, qui font vivre leur famille et autres. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, au niveau du conseil municipal, c'est sur le budget 2021, dégagé la somme de 250 et quelques millions de francs, pratiquement 260 millions, pour réhabiliter et étendre, faire l'extension de nos marchés. Au GOF 4, nous en avons 5. Donc, il y a Kodome, Hanoukope, Amoutive, Nyekonakwe, le 5e Nyekonakwe, et Lomnava, Saint-Michel, de Lomnava. Et donc, nous nous sommes rendus compte qu'il y a encore des places dans ces marchés-là qui ne sont pas occupées, qu'on peut étendre, refaire les dégâts, réhabiliter d'ailleurs les marchés au regard surtout la dernière fois des 2 incendies que le marché de Hanoukope avait connu. Et donc, 250 et quelques millions et les travaux ont commencé. Et donc, je disais à M. Ama à l'époque que nous avons donné des mises en demeure pour que les gens sachent que dans tous les cas, ils vont être dégagés de là-bas. Mais nous n'avons pas encore exécuté parce que nous sommes en train de trouver une solution à ces gens-là que nous serons obligés de dégager par après. Et quand nous aurons fini les travaux dans ces marchés et que nous irons leur trouver une place et qu'ils refuseraient de se déplacer, de dégager, là, on viendrait à la solution qui est le dégagement de force, le désengagement forcé et autres que personne ne souhaite en réalité, parce que nous sommes des personnes. Donc, c'était le 5. Moi, je ne savais même pas que entre-temps, le gouvernement allait prendre cette mesure-là. Et je vous dis que cette émission-là est là, sur YouTube, ça a été mis sur YouTube. Ça date du 5 avril 2022. Et donc, nous en sommes là lorsque la mesure est venue du gouvernement. Et ça aussi, il faut que ça participe au mensonge, au ragot dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a pris assise
dans notre atmosphère politique et même sociale togolaise. Tout le monde sait dans ce pays que c'est en novembre que le gouvernement, au sortir d'un conseil des ministres, a sorti un communiqué qui a été rendu public où le gouvernement a dit que toutes les voies, les emprises, l'emprise des voies publiques sur toute l'étendue du territoire national. C'est pas seulement au Golfe 4, hein. C'est pas seulement dans la commune dirigée par Fabre. C'est sur toute l'étendue du territoire national seront désengorgés et ils ont donné comme date butoir le 15 février. Oui ou non? Vous qui êtes journaliste, vous êtes mon témoin, vous pouvez affirmer que c'est cela que le gouvernement... Donc dire aujourd'hui que c'est M. Fabre qui est en train de faire ça aux populations qui ont voté pour lui, aujourd'hui il les pose problème, c'est faux. À tout le moins, la vérité qui peut prouver ça, c'est que M. Fabre n'est pas le maire des 117 communes du Togo. Maître Isabelle, avec votre permission, on va marquer la pause. Le temps de servir les annonceurs revient pour les 30 dernières minutes de cette émission. Nous sommes dans les dernières 30 minutes de cette émission avec notre invité, Maître Isabelle Manavi Djigori Abegamvi, deuxième vice-présidente de l'ANC, premier agent au maire de la commune Golfe 4. Nous étions sur l'opération de désencombrement des voies publiques, une opération démarrée au lendemain du 15 février dernier, date butoir donnée par le gouvernement aux occupants de vider ces emprises. On était dans la situation du Golfe, dans la commune du Golfe 4. Maître, on l'a appris que vous, spécialement, vous avez demandé, obtenu une semaine supplémentaire pour étendre la sensibilisation. Comment vous avez fait pour arracher cette semaine, une semaine? Non, mon frère, non, c'est pas qu'on a arraché. Vous savez, quand la mesure a été décidée par le gouvernement en conseil des ministres en novembre, au début de cette année, le ministre de l'administration territoriale a convoqué tous les maires, invité tous les maires à une réunion à laquelle la commune de Golfe 4 aussi a été représentée. C'est souvent le deuxième adjoint au maire, M. Tcholenyaou, qui représente la commune à ces genres de rencontres. Et donc, c'est comme ça que nous avons servi le travail au niveau de l'exécutif communal. Et donc, à cette réunion, le chronogramme du gouvernement avait été donné en disant que la date décidée du 15 février sera respectée pour ce qui concerne le dégagement. Donc, on a posé, des maires sont intervenus pour dire les choses. La situation dans leurs communes respectives et autres. Et donc, par après, le préfet du Golfe a eu une réunion avec chacune des 7 communes de son ressort territorial. Et donc, la commune du Golfe 4 aussi a été invitée. Cette réunion s'est tenue à la salle de réunion de la DST du district autonome du Grand Lomé. Et donc, cette réunion avait connu la participation des chefs traditionnels, des chefs quartiers, les chefs des 27, voire 8 quartiers de la commune du Golfe 4, y compris le chef canton qui est Togbe Adjalé de Amoutivé. Et donc, tous les CDQ, les représentants des CDQ des 28 quartiers étaient là, et les représentants des femmes qui sont concernés par la mesure et qui occupent les abords justement des trottoirs, qui occupent les trottoirs et les abords des chaussées et autres aussi avaient leurs représentants. Et donc c'est tous ensemble. Ensuite, tous les conseillers municipaux étaient là et à cette réunion étaient conduite par le préfet et le maire du Golfe 4 ainsi que, je crois, le commissaire central et le responsable de la ville de Lomé et le représentant de la brigade de gendarmerie, la brigade territoriale également était à cette réunion. Et donc le problème a été encore reposé. Et c'est au cours de cette réunion
que nous sommes intervenus. Ça a été une réunion assez animée. Le chef canton est intervenu, les chefs sont intervenus, les présidents de CDQ, y compris les conseillers municipaux, les maires et autres, et tout ça. Et donc, bon, nous sommes intervenus et les deux problèmes que posaient les intervenants, c'est que la mesure décidée par le gouvernement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le faire c'est un problème, ne pas le faire c'est également un problème. Tout le monde s'est accordé pour dire que l'État, surtout l'État dans lequel les rues revêtues de la commune du Golfe 4 sont occupées, c'est-à-dire cette situation est inacceptable. Pour tout le monde, les chefs l'ont reconnu, les CTQ, et tout le monde était d'accord pour dire que trop c'est trop. Mais des gens sont allés, je donne cet exemple, des gens sont allés poser un conteneur, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur l'avenue de la Libération, qui vient de Ramco et passe par le Fléau Jardin. Vous arrivez au niveau du Fléau Jardin, au feu rouge, en allant à Sigame. Une dame est allée poser un conteneur sous le feu rouge. Elle a reçu la permission de qui? Non, de personne. C'est comme ça que ça se passe. Elle s'est levée de son propre chef. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, que c'est vraiment inacceptable de ne pas régler ce problème. Mais que ce problème est un problème délicat qui mérite qu'on y accorde encore un peu plus de temps pour trouver des solutions, etc. et tout ça, et faire. Et donc, bon, moi, je suis intervenu en disant que le délai de 15 février, surtout que la réunion avait lieu, je crois, 2 semaines à peine avant la date fatidique du 15 février. Et donc, là où on est, qu'on a besoin de sensibiliser encore pour que les gens comprennent même le problème, que ce n'est pas dans leur droit de s'installer comme cela. Il faut de la pédagogie pour déjà leur expliquer et leur faire entendre raison sur le problème, avant de leur proposer une solution de rechange et autres. On n'est pas encore prêt au niveau du Golfe 4 et on a donné nos raisons. On est en plein travaux de réhabilitation de nos marchés. Les travaux ne sont pas terminés, etc. et autres. Et qu'il faut qu'on trouve une solution à ces gens-là parce que eux aussi, ils vivent de ces activités et autres. Et donc, on a échangé et on a dit au préfet d'être notre porte-voix auprès du gouvernement pour obtenir encore un moratoire qui rallonge ne serait-ce que de 6 mois. On avait même à l'époque, on a dit 1 an, mais après on a dit ne serait-ce que de 6 mois pour régler le problème parce que nous sommes persuadés que 6 mois après, les travaux seront faits, etc. Et tout ça, nous aurons une solution de rechange. Nous sommes en train d'inventorier des espaces sur notre territoire qui peut faire l'objet d'occupation pour ces genres d'activités et autres. Et donc, je crois que le préfet a fait la commission. Et il y a eu une autre réunion qui a été convoquée encore sous l'égide du ministre de l'administration territoriale auquel tous les maires de la préfecture, je crois que c'est de la préfecture du Golfe et de Akwa-Ivé, du district autonome du Grand Lomé, les 13 maires ont été invités et M. Tcholignaou nous a représenté là-bas. Et donc, M. Tcholignaou a refait encore la position du conseil municipal de la commune du Golfe 4 de donner le moratoire de 6 mois pour qu'on puisse nous retourner un peu et trouver une solution. Bon. M. Tcholignaou est revenu pour rendre compte de la situation et voici sa phrase. Il dit, mais j'ai eu la honte de ma vie. Alors, il est revenu à l'arme. On lui a dit, mais pourquoi? Il dit, mais quand j'ai dit ça, mais j'étais le seul maire, enfin, sur les 13, à avoir dit ça. Tous les 12 autres ont dit qu'ils sont prêts pour dégager. Mais il se tenait la tête dans les mains, il dit, mais c'est-à-dire, c'est comme si le Golfe 4 n'était pas diligent et autres et tout ça,
que j'ai eu la honte. Si vous avez eu, c'était une mère particulière. Voilà. De la... Et le maire lui a dit, mais vous ne devez pas avoir honte pour la vérité. Que quand vous êtes dans la vérité, il ne faut jamais avoir honte. Les 12 autres maires peuvent dire ça. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes. Réalité. Les mêmes problèmes que la commune du Golfe 4. Parce que voyez-vous, la commune du Golfe 4 est la seule commune du Togo. Je dis bien du Togo, hein, toute modestie et toute regardez du Togo à avoir le plus de problèmes dans cette histoire de désencombrement. Pourquoi? Parce que c'est la commune qui a le plus de voies bitumées. C'est la commune qui a le plus d'installations commerciales parce que se trouvent sur cette commune les deux grands marchés, j'allais dire du Togo. Le marché d'Adaoulato qui occupe, je l'ai dit tout à l'heure, 8 quartiers. Le marché de Bossimé qui occupe également. Même le centre commercial Décon et autres. Comment vous allez faire pour Décon? Donc voilà, le boulevard circulaire, tout ça là, c'est la commune du Golfe 4. Pendant que la commune du Golfe 4 doit faire face au dégagement de tout, ben, depuis lundi, on a formé 3 équipes. Ça c'est pour vous dire, 3 équipes pour aller porter les mises en demeure aux gens et leur donner les dates et autres. Toute la semaine, du lundi jusqu'à hier, vendredi, les 3 groupes n'ont pas terminé. Je dirais, ils n'ont même pas encore réalisé la moitié de leur travail. Vous avez dû les rencontrer ici, voilà, sur le boulevard, voilà, sur le boulevard de la Victoire et autres. Ils n'ont pas encore fini leur travail. Ce qui fait que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Par exemple, la commune du Golfe 6, Baguida, mais ils n'ont qu'une seule route bitumée, c'est la nationale qui va Lomé-Cotonou, c'est la numéro 2, numéro 2 ou 3, je ne sais plus, qui va, c'est la seule voie. Donc, à la commune de Baguida, on lui demande de dégager juste une voie. Nous sommes là, nous devons dégager plus de 30 voies, 40 voies, désencombrer plus de 40. Donc, bien évidemment, si la commune de le maire de God 6 dit qu'il est prêt, c'est qu'il est prêt, parce qu'il n'a qu'une voie à dégager. Voilà, une semaine, le 22 février, finalement, tout ce que mon pauvre collègue Tcholenyamou a pu obtenir de cette réunion, c'est que le ministre a dit, bon, d'accord, on va considérer que jusqu'à la date du 15 février, vous êtes en sensibilisation pour faire connaître aux gens qu'ils doivent désengorger. Ils doivent dégager des trottoirs. Du 15 février au 22 février, vous faites les mises en demeure à partir du 23 février pour que les gens puissent dégager volontairement. À partir du 23 février, le dégagement forcé va continuer, va commencer. Et donc, le dégagement forcé s'entend les bulldozers, les casses, les enlèvements forcés et autres. Or, nous, au niveau du Golfe 4 et le maire, à cause de ce problème, j'ai retrouvé M. Jean-Pierre Vabre sur TikTok. Bon, ce qu'il n'a jamais fait de sa vie, je l'ai retrouvé sur TikTok hier pour expliquer aux gens. Parce que la situation, c'est que en réalité, nous, au Golfe 4, nous ne voulons pas du dégagement forcé. Et donc, nous voulons instruire les gens pour qu'ils dégagent eux-mêmes. La dernière remarque que je peux faire de toutes ces situations-là, c'est que au lieu de crier Fabre, nous avons voté pour Fabre, aujourd'hui Fabre fait ceci, au lieu de faire ça, encore que ceux qui disent ça n'ont pas fait. Par exemple, il y a un Rasta à la Décon que moi je connais, de sinistre renommé parce qu'il a l'habitude, il a une milice là-bas qu'il forme en pleine campagne électorale. Moi je me rappelle que j'ai eu Maya Parti avec lui. On ne va pas l'indexer dans cette émission, c'est juste pour dire. Oui, non, mais on ne va pas l'indexer, mais. Vous n'êtes plus concerné, ce n'est pas vous qui portez la décision. Il indexe. Monsieur Gigas, il indexe le maire nommément dans une audio qui circule sur les réseaux sociaux. Permettez que je réponde pour que le mensonge et la diffamation dont j'ai parlé en début d'émission puissent être levés et que les gens fassent leur analyse. Au lieu de perturber les gens
en leur faisant croire que c'est M. Fabre qui est à l'origine de ça, mais il ferait mieux de dire que c'est une mesure du gouvernement et que après le 22, le gouvernement va passer à la phase musclée. Et ça là, moi je crois que... Le maire n'a rien à voir. Voilà. Et je crois qu'il ferait mieux d'expliquer ça aux gens pour que les gens ne soient pas victimes de ce qui va se passer après le 22, plutôt que d'essayer coûte que coûte de mettre, voilà, de l'être et de mettre le problème sur le dos de M. Fabre, à qui il n'a sûrement pas fouté. Okay. Ça c'est ce qui est clair. Donc, ce que je peux dire pour ce qui concerne ce désencombrement-là, Romain Kotoku, Paklanito, Maklanito, c'est que les gens aussi soutiennent qu'il faut désengorger pour éviter les accidents, pour éviter beaucoup de choses. Non seulement pour ça, mais également pour rendre la ville belle. Je ne sais pas si vous avez été au courant du regrettable accident qui a eu lieu, je crois que c'est dans Gouanivé 1, d'une dame qui a exposé ses marchandises sur le trottoir et qui a été écrasée par un véhicule la semaine dernière. Ces accidents-là sont légion, parce qu'un conducteur peut perdre le contrôle de son véhicule. Un élève du cours primaire peut, parce que le trottoir est occupé, obligé de descendre sur la chaussée et être ramassé par un véhicule et tout ça. Okay. Tous ceux qui occupent les trottoirs sont ceux pour qui les trottoirs aussi ont été faits sont nos habitants. Et nous avons, en tant que conseil municipal, nous avons l'obligation de veiller à la sécurité de tout ce monde-là. Dernier sujet abordé dans cette émission, madame, monsieur, le sujet a fait l'actualité depuis une semaine, ce rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds de Covid 2020, des anomalies, des irrégularités sont enregistrées, des détournements, plus de 39 milliards pour certains, un autre scandale financier au sommet de l'État après les Cannes 2023, 2013, 2017, et puis les fonds de la route Lomé-Voga en foin pour certains. Trop, c'est trop, les OS montent chrono et demandent même la démission du gouvernement actuel de Victoire Toméga Dobé. Elle compte même porter plainte contre Is devant près du procureur de la République. Le gouvernement réagit sur le tir et dit que tout ça est bien passé. Maître Isabelle, pourquoi au niveau de l'ANC, vous êtes tué sur le sujet? Oh, nous ne sommes pas tués sur le sujet. C'est parce que nous ne sommes pas étonnés. Bon, moi, je ne sais pas. Hein, les Togolais paraissent étonnés, comme s'ils viennent de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Pour nous, c'est la normale. Ah bon? Ah oui, c'est la normale parce que nous n'avons jamais cessé de parler de la malgouvernance dans ce pays. Et vous savez, nous avons été à l'Assemblée nationale. Nous avons eu, lorsque nous étions à l'Assemblée nationale, puisque l'autre fonction de l'Assemblée nationale, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Et lorsque nous y étions, sur tous ces problèmes-là, affaires Bolloré et autres, si vous vous rappelez, nous, notre groupe parlementaire avait fait son devoir et interpellé sur les scandales, la route Lomé-Fougan-Foin, etc. Et tout ça, nous avons interpellé là-dessus parce que déjà, c'était la malgouvernance qui était... Bon, nous ne sommes pas intervenus, bon, encore que le président national en a parlé au meeting d'Agouenivé la dernière fois, parce que pour nous, au Togo, c'est la norme. C'est ce qui se passe habituellement. Et nous sommes un peu étonnés que les Togolais soient surpris sur ce sujet-là particulièrement. Ah oui. Ensuite, ça c'est la première chose. La deuxième chose, non mais c'est... Vous êtes surpris de l'étonnement des Togolais? Oui, mais puisque ce n'est pas, cette affaire n'est pas la première. Scandale financier. Voilà, le premier scandale financier dont on parle. Je dis c'est la norme. La plupart du temps, c'est la norme. Nous avons posé à l'Assemblée nationale des problèmes, des situations. Personne n'a écouté. Ça n'a semblé intéresser personne. Et donc, aujourd'hui, ce problème-là se pose. Pourquoi voulez-vous que nous soyons surpris? Puisque pour nous, ça a toujours été ainsi. Mais ce que je peux dire sur ça particulièrement, c'est que là où il y a la différence entre ça et l'erreur, c'est que ça porte sur une pandémie
qui a secoué le monde entier et qui a vu beaucoup de Togolais perdre leur vie. Parce que la Covid a tué énormément de Togolais. Et vous savez quelle avait été ma position dans le débat, le combat de cette pandémie et autres. Et que je trouve que pour une pandémie comme cela, mal gouvernée, sur le dos des malades et des morts, c'est quand même, je dirais, macabre. Ça, c'est la différence entre, par exemple, ça et la route Lomé-Foucan, par exemple. Bon, deuxième chose, c'est que je suis étonné du fait que ça n'est pas seulement le Togo sur la capacité de la gestion des fonds Covid. Il paraît que le Sénégal aussi l'affaire voilà la justice. Voilà, au Sénégal aussi, et il paraîtrait que la Côte d'Ivoire aussi, bon, on est en train de faire les fonds et que de fouiller pour voir que la Côte d'Ivoire aussi, ces fonds-là ont subi le même sort que ces fonds ont subi au Togo. Mais la différence qu'il y a entre le Togo et par exemple le Sénégal, c'est que le procureur s'est autosaisi. Quand le rapport est sorti et aujourd'hui, cette affaire est pendant devant les tribunaux. Des députés à l'Assemblée nationale ont interpellé le gouvernement. Et aujourd'hui, il y a eu une interpellation à l'Assemblée nationale où les gens posaient le problème et ont voulu comprendre exactement, clairement ce qui s'est passé. Bon, au Togo, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de l'Assemblée nationale, aucune interpellation sur le sujet. Le procureur de la République, par autosaisie, c'est seulement la dernière fois que nous apprenons que les organisations de la société civile se mobilisent pour porter plainte et tout ça. Le gouvernement vient déclarer que tout s'est bien passé, il n'y a aucun problème et menace même de porter plainte contre les gens. La seule chose qui a été faite que moi je vois et dont je ne trouve pas l'explication. Et puis vous voyez, quand l'ANC ne comprend pas encore tout, elle n'intervient pas. C'est que... Donc il a raison autour de ce sujet pour vous. Oui, mais, monsieur Jacoto, c'est que le directeur de Apluchia a été limogé et a été remplacé. Au moment où cette affaire a été... Bon, pourquoi, quand on parle de la malgestion des fonds de Covid, pourquoi il a été remplacé, on ne sait pas. Vous comprenez? Donc, nous n'avons pas tous les contours, nous ne détenons pas tous les contours de cette affaire pour vouloir prendre une déclaration. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas notre idée, que nous n'avons pas voilà, notre idée sur ce qui s'est passé, surtout que nous avons toujours attiré l'attention là, au moment où nous occupions des fonctions, là où nous devons le faire, nous avons toujours attiré l'attention sur ça. Et bon, je dis que ce n'est pas parce que l'ANC n'a rien dit que l'ANC est d'accord avec le gouvernement, ou quoi que ce soit. C'est que nous, quand les problèmes se posent, nous investiguons pour avoir tous les éléments avant de nous prononcer. Mais aujourd'hui, nous constatons, comme tout le monde, que cette affaire-là n'est pas la première sur laquelle on doit se pencher et essayer de comprendre et de mieux comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le rapport, il est dit que des choses ont été faites, il n'y a pas de reçu, il n'y a pas de... ça n'a pas été fait, des marchés n'ont pas été lancés. Tout ce que moi je peux dire, c'est que nous, au GOF 4, nous sommes un démembrement des institutions, collectivités locales, et donc nous sommes une institution, j'allais dire, administrative. Et nous sommes assujettis, nous aussi, au principe de la gestion administrative et des finances publiques. Et donc, moi, je suis la personne responsable des marchés publics de la commune du GOF 4. Ce qui s'est passé là, avec les fonds Covid-19, je ne peux même pas faire ça avec un petit dossier de 1,7 million. Merci. Je ne peux pas passer un marché gré à gré pour 1,7 million. Mais dans ce rapport, nous avons vu des marchés passer à 50 et quelques millions, à des milliards sans lancer de marché gré à gré.
Et le Premier ministre dit qu'il n'y a aucune malversation, tout ça, et que c'est de la diffamation et qu'elle va porter. Bon, nous, on attend de voir. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission, Maître Isabelle Manavi Dibori Amegavi, deuxième vice-présidente de l'ANC, également premier agent au maire de la commune Golfe 4. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous de m'avoir invité et je suis à votre disposition à tout moment. Merci beaucoup à Ite Messa qui a assuré la mise en onde, en joint ici le direct Facebook. Merci beaucoup à Hervé Essai pour la collaboration. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Au micro, je suis Ida Sadakoto. Samedi prochain, notre rendez-vous, ce sera avec Dela Agbo. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.